Mesdames, Messieurs, le 17 décembre 1952 est un grand jour dans l'histoire nationale du Cameroun. L'un des très grands jours qui soit. Je dirais même que c'est un jour unique qui ne ressemble à aucun autre jour. C'est le jour où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un Camerounais s'est adressé au monde entier pour exposer nos principales revendications nationales de l'époque, à savoir la réunification et l'indépendance du Cameroun. Cela se passe en Amérique, à New York, au siège de l'Organisation des Nations Unies et à l'occasion de la session annuelle de l'Assemblée Générale. Assemblée Générale des Nations Unies s'entend. Sans entrer dans le détail des préparatifs de l'événement, de son déroulement et de son retentissement en Afrique et dans le monde, permettez, mesdames et messieurs, à votre serviteur, Abel et Ingambele qui vous parle, de simplement rappeler ceci. La personne désignée au Cameroun pour aller plaider notre cause aux Nations Unies s'appelait Ruben Oumniobe et il était le secrétaire général de l'UPC, Union des populations du Cameroun, un parti politique créé 4 ans plus tôt, le 10 avril 1948. Ce parti avait inscrit dans son programme que la recherche et l'obtention de la réunification et de l'indépendance du Cameroun constituaient la finalité de son action, c'est-à-dire en quelque sorte sa raison d'exister. Aucun autre parti politique camerounais à l'époque n'avait osé prendre le risque de s'assigner un tel objectif. Mesdames et messieurs, j'appartiens à la génération des jeunes bacheliers camerounais qui, à l'époque, c'est-à-dire en 1952, commençaient leurs études supérieures en Europe. Et je me souviens d'un fait. Je me souviens que lors de son escale à Paris pour l'Amérique, c'est-à-dire pour les Nations Unies, Oumniobe est venu nous rendre visite à l'Association des étudiants camerounais de France, alors présidée par Bala Benoît. L'objet de cette visite, venir nous expliquer lui-même le but et surtout l'importance de sa mission à l'ONU pour notre pays. Il l'a fait d'une manière que je peux encore aujourd'hui qualifier de magistrale, de sorte que, à la fin de cette causerie véritablement éducative, nous lui avons donné le mandat de parler aussi à l'ONU au nom des étudiants camerounais, de dire là-bas que tous, sans aucune exception, nous adhérions à la réunification et à l'indépendance du Cameroun proposée par l'UPC. Il l'a fait. Oumniobe l'a fait et vous vous en rendrez compte tout à l'heure en suivant son intervention aux Nations Unies. Pour les jeunes étudiants que nous étions alors, qui, en géographie et les sciences de la Terre, qui, en médecine, en histoire, en mathématiques, qui, en préparation des concours d'entrée dans les grandes écoles françaises, ce rendez-vous cet après-midi-là avec Oumniobe au quartier latin à Paris a revêtu la forme et pris toute la
signification d'un acte politique et historique majeur, inoubliable. Et jamais nous ne l'avons oublié. Puisque nous sommes en quelque sorte en train de remonter le temps, convenons, mesdames et messieurs, si vous voulez bien, qu'en ce moment précis, nous sommes le 17 décembre 1952 à New York, au siège de l'Organisation des Nations Unies et dans la grande salle de conférences et de délibération de la 4e commission de l'Assemblée générale. Le président de cette prestigieuse commission monte à la tribune et dans quelques instants, il va passer la parole au messager venu du Cameroun, c'est-à-dire à Ruben Oumniobé, pour qu'il délivre son message au monde. Restons donc à l'écoute, mesdames et messieurs, car ce qui va suivre maintenant en vaut la peine. Tiene la palabra el señor Oumniobé. La population du Cameroun a demandé à être entendue par la 4e commission sur les 3 questions que j'ai mentionnées, parce que les populations de notre pays estiment que ces questions sont des questions cruciales, dont la solution conditionne la marche du Cameroun vers son autonomie et son indépendance. Et je tiens à profiter de cette occasion pour remercier la 4e commission d'avoir autorisé notre organisation à être entendue par elle. Vous avez la parole, monsieur Oumniobé. Monsieur le Président, je comprends que je dois être bref pour ne pas abuser de la patience de la Commission. Mais étant donné que l'autorisation de l'audition de l'IPC par la 4e commission avait soulevé certaines objections, je dois faire une brève explication là-dessus. Tout d'abord, je tiens à noter que l'Assemblée territoriale du Cameroun a été quelque peu tendancieux dans sa motion du 24 octobre 1952, par ceci qui prend à partie non pas l'organisation qui a été autorisée à être entendue, mais nous en tant que personne, alors qu'à la date du 24 octobre 1952, l'Union de population du Cameroun n'avait pas encore investi du mandat de venir déposer devant la 4e commission à New York. C'est là d'abord une erreur qui dénote, n'est-ce pas, une certaine tendance de vengeance personnelle. En quoi s'était basée la protestation de l'Assemblée territoriale? La protestation de l'Assemblée territoriale s'était basée sur 3 considérables, à savoir que l'Union des populations du Cameroun n'est pas un mouvement représentatif par le fait qu'il n'avait pas obtenu de siège des assemblées élues. En deuxième lieu, que le fait pour nous de venir déposer devant la 4e commission risquait de renforcer le prestige de l'IPC devant les populations du Cameroun. Et en troisième lieu, que l'IPC avait enfreint à la discipline en ne faisant pas passer sa demande par le canal de l'autorité administrative et de la mission de visite qui se trouvait au territoire. En fait de représentativité, je tiens seulement à noter que je parle au nom de l'Union des populations du Cameroun, c'est le mouvement politique le plus représentatif, comme peut l'attester les différentes missions de visite qui sont venues, et comme peut l'attester également le seul représentant du gouvernement français en se basant sur ce propre rapport annuel envoyé à l'Organisation des Nations Unies. Je parle également au nom de l'Union des syndicats confédérés du Cameroun, organisation syndicale la plus représentative, reconnue également par le gouvernement, qui compte 15 000 membres. Je parle également au nom de la solidarité d'Abimi, dite Solibabi, mouvement qui représente une portion du pays de 60 000 habitants, mouvement très suivi par toute la population, dont le candidat recueille le plus de voix aux diverses élections. Je parle également au nom de l'association camerounaise des anciens combattants, et tous les anciens combattants africains de la section africaine de l'Ouest,
Et je parle ici au nom d'un élément qui est très important pour la population de notre pays, en l'occurrence l'association des étudiants camerounais de France, qui m'a remis un mandat en déclarant que toute personne qui ferait une déclaration contraire au programme que je défends doit être censée ne pas parler au nom des populations camerounaises. Je parle ici au nom de l'Union démocratique des femmes camerounaises. Cette organisation n'a pas beaucoup de membres, mais c'est la seule organisation de femmes qui existe dans le pays. Et enfin, je parle ici au nom de divers éléments de population, de déclarations de fonctionnaires, de privatives, etc. Mais ce qui est plus important, c'est que je parle ici au nom du mouvement national au Cameroun sous l'administration britannique, du nom du Cameroun United National Congress, qui a déjà envoyé un télégramme aux Nations Unies. C'est un mouvement qui incarne toute la population de ce pays, dont les élus aux assemblées nigériennes de pas. Par conséquent, on ne peut pas dire qu'au Cameroun sous l'administration britannique, le Cameroun United National Congress n'est pas un mouvement représentatif. Et après cela, le secrétariat des Nations Unies a reçu diverses communications pour appuyer la qualité représentative du secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Mais actuellement, j'en appelle au témoignage de deux choses. Premièrement, le 1er novembre 1952, à Douala, nous avons pensé à organiser un meeting public pour prouver de la force de notre mouvement. Et nous avions convié messieurs les membres de la mission de visite à venir assister à cette réunion pour qu'ils puissent voir si réellement l'UPC ne représente rien dans le pays. C'est une réunion qui a été dissoute arbitrairement par l'autorité administrative alors que nous étions munis d'une autorisation préalable. Et la salle a été occupée par la police. Je tiens une photo à la disposition de la 4e commission. Mais ce qui est plus significatif, c'est que la décision, le cablogramme des Nations Unies est arrivé le 24 octobre. Et le 4 novembre suivant, le délégué de l'UPC a pu s'envoler par avion avec l'argent souscrit par la population. Et jusqu'ici, le délégué de l'UPC a pu vivre aux frais exclusifs des fonds souscrits par la population. Nous tenons les récits, les souches de carnet à la disposition des Nations Unies et non pas à la disposition de l'administration qui fait la chasse à ceux qui souscrivent. Et j'en appelle également au témoignage d'un journal qui s'appelle Paris Match et qui n'est pas du tout favorable à nos idées. Voilà ce que dit Paris Match. Il dit, le leader de l'Union populiste du Cameroun est attendu à New York où la commission de tutelle présidée par son frère Sarah Bench l'admettra au débat sur le mandat en accusateur de puissance mandataire. 50 protestations sont d'ailleurs arrivées à Manhattan pour dire que les sous-signés ont autant besoin d'être entendus comme nous, mais qu'ils n'ont pas comme lui l'argent nécessaire. C'est ça. C'est ce que dit Paris Match. C'est-à-dire que Paris Match reconnaît que seul nous avons recueilli l'argent de la population pour venir à New York. Ceci dit, j'en arrive maintenant au but de non-intervention. J'ai demandé à intervenir. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. Il y a la question de l'unification du Cameroun. Je n'insisterai pas beaucoup sur cette question, étant donné que le débat qui s'est déroulé sur notre territoire frère, le Togo, est assez analogue au débat sur le Cameroun, soit que le débat sur le Cameroun soit plus simple. Plus simple, parce que avant la guerre de 14 à 18, le Cameroun était un pays. Il était administré par les Allemands. La capitale du Cameroun était à Douala. En 1916, le groupe franco-britannique occupe le pays et il y a un condominium qui administre le pays. Par la suite, par un arrangement du gouvernement britannique et français, le Cameroun est divisé en 2 parties. Une partie prise par la France et une autre partie prise par l'Angleterre. Et c'est cet arrangement entre 2 puissances coloniales qui est entériné par la Société des Nations. Et jusqu'ici, la situation est demeurée telle. Et même les personnes les plus autorisées de la chose coloniale française reconnaissent que pendant la période du mandat, le Cameroun a été administré purement et simplement comme une colonie française. Et lorsque, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a parlé du Trotskisme, le premier espoir des populations camerounaises était de voir enfin
terminer cette situation injuste. Et il est regrettable que cette situation puisse persister jusqu'ici. Vous connaissez tous le processus que nous avons développé dans nos pétitions. Je voudrais seulement ici réfuter certains arguments qui tentent à laisser croire qu'il y a une difficulté quelconque à unifier le Cameroun. Il n'y a pas de difficulté. Tout d'abord, la division du Cameroun est artificielle. L'établissement de deux administrations étrangères dans un pays ne justifie pas la création d'une frontière au sens réel du mot. Que remarque-t-on entre les deux parties du Cameroun, si ce n'est la présence de quelques vieux bâtiments abritant les agents de la police douanière, police dont le but est de faire entrave aux libertés de communication de Camerounais à l'intérieur de leur pays. En dehors de ces agents de la répression, rien d'autre ne laisse l'impression qu'il y a une division justifiant la séparation de deux parties du pays. La division est arbitraire par le fait qu'elle résulte d'un compromis, c'est-à-dire après la guerre de 14 à 18, les puissances coloniales, entre autres la France et la Grande-Bretagne, voulaient revendiquer la possession du Cameroun comme frais de réparation de dommages de guerre. Ainsi donc le Cameroun n'était pas considéré comme un pays devant avoir un avenir, mais comme une marchandise destinée à financer la réparation de dommages de guerre. Mais tout le monde comprendra que la division du Cameroun est préjudiciable pour le peuple camerounais. Les indications que nous venons de faire suffisent à montrer que le peuple camerounais se trouve gravement lésé par le fait de la division qui lui est imposée par l'accord franco-britannique de 1916. Cette question a été débattue déjà par les séances de conseil de tutelle et M. le délégué du gouvernement français avait dit qu'on ne pouvait pas parler de la conscience nationale ou de la conscience nationale au Cameroun. D'après lui, cela supposait une communauté d'origine, une communauté de tradition, une communauté de culture et d'intérêt, les souvenirs de preuves partagés ensemble et un minimum de vocation géographique et historique. Le porte-parole du gouvernement français clôturait cette déclaration en affirmant que le Cameroun est un accident historique de création trop récente pour que ces éléments aient pu s'y développer. En reprenant les faits considérants ainsi développés par les représentants de l'autorité administrative, nous pouvons formuler les observations suivantes. Communauté d'origine. Faut-il entendre par là qu'au lieu d'avoir une communauté d'origine en tant que Camerounais, ici d'un seul peuple, il y aurait des agents, il y aurait des gens de notre pays ayant cette communauté, avec les Français d'une part et les Anglais de l'autre, en vertu de quelles considérations peut-on contester aux Camerounais le droit d'être enfants du même peuple? La communauté de tradition. Quelle différence de tradition y a-t-il entre les Bamileke de Bamenda et ceux de Tchad, ceux de Kumba et ceux de Bafang, ceux de Mantou et ceux de Bafoussa? La communauté de culture et d'intérêt. La communauté d'intérêt existe. Elle est indéniable. La communauté de culture existe à l'origine. On a seulement essayé de falsifier par l'instauration d'une pseudo-culture, mais le régime colonial lui-même s'oppose au développement culturel des peuples colonisés. Souvenirs de preuves partagées, pour ne citer qu'un exemple, le travail forcé et l'indigénat ont été les épreuves les plus dures et les Camerounais n'en sont pas encore complètement guéris. Une bonne fraction de la population du Cameroun sous administration britannique se compose des réfugiés du travail forcé provenant du Cameroun sous administration française. S'il faut considérer comme épreuve que le fait de guerre, les Camerounais rempliraient également ces conditions. Puisque les troupes européennes de la guerre de 14 à 18 ne leur ont épargné aucun ennui. Les dégâts en vie humaine et en biens matériels furent infligés au peuple camerounais innocent. Pour la dernière guerre, les Camerounais n'en gardent pas seulement le souvenir comme une épreuve partagée, mais comme un tournant de l'histoire de notre pays, marquant l'époque où notre peuple fut appelé à apporter sa contribution au triomphe du droit du peuple à disposer de nous. Les Camerounais de deux zones, qui ont fait de nombreux champs de bataille au cours de la guerre anti-hitlérienne, ne considèrent pas la victoire de 1945 comme un fait gagné pour les autres, comme une guerre gagnée par les autres, mais comme ayant été leur propre victoire devant contribuer à la libération de leur pays du joug colonial.
Mais le régime colonial lui-même constitue une épreuve et pas l'une de moindre dont les Camerounais garderont toujours le triste souvenir. Le minimum de vocation géographique, historique et économique. La vocation géographique est même à l'origine du développement du sentiment d'opinion qui se forme autour de la question de la réunification du Cameroun. En effet, même le dernier cultivateur camerounais, où qu'il habite, connaît que les frontières de son pays ne se trouvent pas sur la route du monde, où la douane est de puissance administrante commet les habits de toutes sortes. Il envoie de soi que le désir de rétablissement des relations normales dans le pays se base en premier lieu sur des considérations économiques. Donc il y a une vocation économique. Quant à la vocation historique, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle est seulement étouffée par la nature même du fait colonial. Mais ce que toute personne de bonne foi doit reconnaître, c'est que la question de la réunification du Cameroun se trouve aujourd'hui au premier plan des préoccupations de toute la population camerounaise. Raisons économiques et financières. Les gens prétendent que si on unifie le Cameroun, ça va amener des perturbations. Il n'y aura pas de perturbation, pas de perturbation, ni sur le plan économique, ni sur le plan financier. La réunification ne peut pas diminuer les recettes budgétaires comme on prétend. Du moment qu'il y aura un Cameroun unifié avec un budget général du Cameroun, les recettes douanières, qu'elles soient perçues à la frontière libérienne ou à la frontière tchadienne ou à la frontière gabonaise, reviendront au budget du Cameroun. Qu'elles soient perçues au port de Douala, de Vitoria ou de Garoua, reviendront au budget général du Cameroun. Par conséquent, l'unification du Cameroun ne crée aucune perturbation d'ordre financier et encore moins d'ordre économique. Étant donné que les populations habitant le Cameroun sous administration britannique ont leurs biens et leurs familles dans le territoire sous administration française et désirent ardemment avoir des relations beaucoup plus suivies, beaucoup plus complètes avec leurs frères. En ce qui concerne les raisons sociales, il n'y a aucun obstacle. Les nerfs sont les mêmes. Par conséquent, il n'y a aucune complication quant aux raisons sociales où on prétend que l'unification amènerait des complications pour le Camerounais à établir les relations entre eux. Cela est absolument faux. Quant aux raisons linguistiques, l'Union de population du Cameroun a trouvé une solution. Et d'ailleurs, cette solution est facilitée par les circonstances. Dans le territoire sous administration française, on enseigne le français et l'anglais à partir de l'enseignement secondaire. Nous avons seulement revendiqué que cette mesure soit étendue dans le territoire sous administration britannique. Ainsi, la langue française et anglaise étant enseignée, il n'y aura aucune difficulté pour les Camerounais d'avoir des relations entre eux et cela ne crée aucune complication d'ordre linguistique. Mais on reconnaîtra que la réunification du Cameroun est la condition même de la marche de notre pays vers son indépendance. La réunification du Cameroun est la seule voie par laquelle le Cameroun doit passer pour accéder à son indépendance. Si l'on n'accepte pas ainsi, c'est qu'on est partisan de l'indépendance d'une partie du Cameroun au sein de la Nigeria ou du Commonwealth britannique et de l'autre partie du Cameroun au sein de l'Union française. De ce fait, le peuple camerounais ne pourra plus jamais réaliser son unité qu'en ayant recours à l'expérience de ce qui se passe en Corée depuis 1950. Or, l'un des buts essentiels du régime international de tutelle est la raison d'être même des Nations Unies et de maintenir et affermir la paix et la sécurité internationale. Aujourd'hui, la réunification du Cameroun est absolument réalisable pacifiquement. Si les Nations Unies se laissent tromper par le chantage et les promesses irréalisables des autorités administratives, la réunification du Cameroun ne sera possible dans l'avenir qu'au prix du sang. Nous connaissons trop ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, en Indochine et au Togo, pour ne pas poser la question de cette façon-là. Et les Nations Unies, dont plusieurs membres sont les représentants des pays ex-colonies et qui vivent ces événements aujourd'hui dans d'autres pays, ne peuvent pas rester insensibles à notre appel. Le peuple camerounais, dans sa grande majorité, réclame l'unification de son pays. Pour montrer que tous les Camerounais sont unanimes à demander l'unification de leur pays, je citerai quelques faits. Vous savez que les Camerounais originaires du territoire sous administration britannique n'ont pas le droit de vote au Cameroun sous administration française où ils sont considérés comme des citoyens étrangers. Les Camerounais originaires de chez nous n'avaient pas le droit de vote dans le territoire sous administration britannique où également ils étaient considérés comme des citoyens étrangers. Cette
situation a donc amené les Camerounais, se trouvant en zone britannique, d'organiser une grande conférence en août 1951, conférence qui a réuni les représentants du mouvement national au Cameroun sous administration britannique, de l'Union des populations du Cameroun et des représentants de l'Assemblée traditionnelle du peuple Douala. Cette réunion a été aboutie par la constitution du Cameroun United National Congress, mouvement national au Cameroun britannique, et le programme adopté par le Congrès était le même que celui que l'UPC défendu aux élections du 17 juin 1951. À savoir l'unification du Cameroun, fixation d'un délai pour l'indépendance et la lutte contre toute mesure d'annexion applicable au peuple camerounais de part et d'autre. Du 14 au 17 décembre 1951, un congrès s'est tenu également à Cuba, au Cameroun sous administration britannique, auquel l'UPC a participé par l'envoi de 26 délégués. Ce congrès a terminé ses travaux en adoptant un programme qui était le même que celui du mois d'août. Le 22 août 1952, les représentants de l'Union des populations du Cameroun et les représentants du Cameroun United National Congress s'étaient rencontrés à Diko, au Cameroun sous administration britannique, où ils ont posé, entre autres problèmes, la question de la réunification du Cameroun et leur accord quant aux revendications à soumettre à la mission de visite. Du 28 au 30 septembre 1952, le deuxième congrès de l'UPC tenu à Estepa adopte un programme et établit une pétition qui est signée par tous les délégués et soumise à l'approbation de toute la population. Le 13 octobre, à Douala, une conférence syndicale réunissant toutes les centrales syndicales et tous les travailleurs inorganisés adopte une résolution qui pose entre autres revendications la question de la réunification du Cameroun. Et si la nouvelle de mon départ à New York a suscité beaucoup d'intérêt auprès des populations du Cameroun, c'est justement parce que l'UPC a été la première et la seule organisation à poser publiquement la question de la réunification du Cameroun qui est aujourd'hui suivie, quoi qu'on dise, par la quasi-majorité des populations de notre pays. Et c'est pourquoi la question de l'unification du Cameroun est une question cruciale qui se pose de façon la plus formelle parmi les Camerounais et elle demande une solution. Le deuxième point sur lequel je demandais à intervenir, et là je serai beaucoup plus bref, c'est la question des relations du Cameroun avec l'Union française. La question des relations du Cameroun avec l'Union française ne peut pas se poser maintenant, en vertu même de la Constitution française. La Constitution française prévoit en son article 60 que l'Union française est composée de la République française, qui se compose de la République française, la France métropolitaine, les départements et territoires d'outre-mer. D'autre part, des territoires et États associés. Or, en dehors de l'article 60 de la Constitution, nulle part dans cette Constitution il est question de territoires associés. Par conséquent, constitutionnellement, la position des territoires associés n'est pas déterminée. Et plus loin dans la Constitution, à l'article 61, il est dit que la position de chaque État associé dans l'Union française résulte pour chacun d'eux de l'acte qui définit ses rapports avec la France. Or, actuellement, il n'existe aucun acte qui définit les rapports du Cameroun avec la France. L'accord de tutelle n'est pas l'acte qui définit les rapports du Cameroun avec la France. L'accord de tutelle est l'acte qui définit les rapports du gouvernement français avec l'Organisation des Nations Unies sur l'administration du Cameroun. Pour que le Cameroun soit en mesure de négocier un accord définissant ses rapports avec la France, il faut d'abord que le Cameroun soit réunifié, qu'il y ait un gouvernement et un parlement camerounais, seul capable de négocier un accord définissant ses rapports avec la France. L'actuelle Assemblée territoriale même n'est pas compétente pour négocier un acte définissant les rapports du Cameroun avec la France. Si je comprends bien, il s'agit d'un acte international qui ne peut être négocié que par deux gouvernements, soumettant leurs négociations à l'accord de leur Parlement. Or, le Cameroun n'a ni un gouvernement, ni un Parlement. Par conséquent, la question de l'Union française n'est pas encore posée pour le Cameroun. Et en disant cela, je ne dis pas que l'UPC soit opposé au principe d'entretenir des relations avec l'Union française. Mais nous considérons que le fait de faire accepter aux Camerounais par voie de pétition forcée, comme quoi les Camerounais demandent leur autonomie au sein de l'Union française, constitue à notre avis une sorte de escroquerie politique. Et maintenant, on dit que nous, pour l'Union française, le Cameroun bénéficie d'une large représentation. Je vais vous démontrer
comment est la représentation du Cameroun dans l'Union française. L'Assemblée nationale française compte 624 députés. Sur les 624 députés, les autochtones du Cameroun sont représentés par 3 députés. En admettant même que ces 3 députés sont soit des députés qui défendent réellement les intérêts des populations du Cameroun, quelle majorité peut-il remporter pour le Cameroun en tant que territoire sous tutelle devant un nombre si considérable de députés? Le Sénat français se compose de 320 membres et les autochtones du Cameroun ne sont représentés que par deux membres. Alors, que peuvent remporter comme majorité 2 personnes devant une assemblée de 320 membres? C'est ainsi que depuis la création de l'Union française, une seule loi a été votée pour le territoire d'outre-mer. La loi portant suppression du travail forcé a été adoptée en avril 1946, avant la création de l'Union française. La loi électorale du 17 juin et la loi sur la revalorisation de la fonction publique appelée loi Lamine-Gueye, du nom du député du Sénégal qui en était l'initiateur, ne peut pas être considérée comme ayant été une loi spéciale pour le territoire d'outre-mer, du moment que ces 2 lois intéressent aussi bien les fonctionnaires métropolitains que les fonctionnaires des territoires d'outre-mer. Et là encore, si je voulais entrer dans les détails, je pourrais indiquer comment est appliquée cette loi chez nous. Quant à la loi du 6 février 1952 sur les assemblées territoriales, elle n'a fait que changer le nom de l'assemblée représentative par celui d'assemblée territoriale et fixer le nombre de représentants qui passe de 40 à 50 et c'est aucune augmentation de pouvoir. Et il y avait dans cette loi une disposition qui prévoyait l'élargissement ou la détermination des pouvoirs de l'assemblée territoriale avant le 1er juillet 1952. Et nous sommes vers fin décembre, aucun projet n'est déposé au bureau de l'Assemblée nationale pour la détermination des pouvoirs de l'Assemblée territoriale. La seule loi donc qui a été votée pour le territoire d'outre-mer est celle qui porte l'institution d'un code du travail dans le territoire d'outre-mer et qui a été adoptée dans la nuit du 22 au 23 novembre 1952. Et là encore, je détiens des documents qui montrent que le gouvernement français est nettement décidé à saboter l'application de ce code. Et ce code du travail, comment il a été obtenu? Il a été obtenu parce que l'ensemble des travailleurs de l'Afrique occidentale française, travailleurs du secteur privé aussi bien que du secteur public, ont mené une grève de protestation le 3 novembre 1952, grève qui était suivie à 100% par l'ensemble des travailleurs de cette fédération. Et les travailleurs, aussi bien de l'Afrique occidentale française et du Togo que de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun, se préparaient à de nouvelles actions revendicatives pour le mois de janvier prochain, dans le cas où le code de travail n'était pas adopté. C'est donc grâce à l'action des travailleurs africains et M. Ozoula, secrétaire d'État au ministère des colonies, a bien déclaré à la radio que les dispositions des contingences internationales obligeaient le gouvernement français à tenir ses engagements. C'est que si nous avons pu obtenir le vote de ce code, nous devons nous attendre à toutes sortes d'autres difficultés dans l'avenir. Et en ce qui concerne les assemblées de base, les municipalités et les conseils régionaux, jusqu'ici le Cameroun n'a aucune municipalité de plein exercice. On a dit que l'UPC voulait prendre sur elle les réalisations envisagées par le gouvernement. Il s'agissait des conseils régionaux. Eh bien, depuis que le délégué du gouvernement français a dit cela, et jusqu'ici, aucun texte n'est intervenu pour organiser les conseils régionaux. On a seulement soumis à l'Assemblée territoriale un projet de création de communes dans certaines localités, alors qu'il n'existe aucun texte portant création du régime de communes rurales. Pourtant, l'institution de ces assemblées est d'une importance primordiale parce que elle permet aux populations de participer de façon plus concrète à la gestion des affaires de leur pays. Or, rien n'est fait. Et si je me réfère à un journal qui s'appelle Marchés coloniaux, où nous pouvons trouver un article dont l'auteur n'est pas l'un de ceux qu'on est convenu d'appeler de le contact, mais qui est M. Pierre Soler. M. Pierre Soler, ancien administrateur du Cameroun, par conséquent l'un des grands cerveaux de la colonisation française. Et M. Pierre Soler constate dans ce numéro du Marché coloniaux du 17 mai 1952 que ce
qui est curieux, c'est que les députés du Cameroun qui peuvent voter le budget et le régime militaire de la métropole n'ont pas le droit de désigner les conseillers municipaux de leur village ou n'ont pas le droit de se prononcer sur l'emplacement d'un abattoir. Autrement dit, au sommet, il y a le Parlement français, au sein duquel le Cameroun est représenté par 5 élus, sur plus de 800 membres. Au milieu, l'Assemblée territoriale. Et comment se compose de cette Assemblée territoriale? 18 conseillers pour 12 000 Français du Cameroun, 32 conseillers pour 3 millions de Camerounais. Et parmi les 32 conseillers qui représentent les Camerounais, nous avons fait l'analyse en comptant les chefs, les fonctionnaires, les hommes d'affaires qui sont dévoués à l'administration. Nous trouvons que le total de conseillers, alliés, agents ou serviteurs de l'administration peuvent se chiffrer à 40. Alors, dans ces conditions, aucune décision valable, 44, nous avons mentionné. Aucune décision ne peut sortir de cette assemblée dans l'intérêt des populations du Cameroun. Je m'excuse de revenir ici sur la question de la motion du 24 octobre. Mais la question de la motion du 24 octobre porte elle-même beaucoup de préjudice au prestige même de notre assemblée. Parce qu'à partir du moment où 50 élus d'une assemblée s'opposent à la liberté de parole de leurs électeurs, ceux qui le reconnaissent, qui eux-mêmes n'ont pas la raison d'être, puisqu'ils ont bénéficié du droit de parole pour être élus. Il y a donc l'Assemblée territoriale qui n'a pas de pouvoir politique et qui, par surcroît, ne représente pas le vrai aspect politique du Cameroun. Puisque sur 19 circonscriptions électorales, les élections ont été récusées sur 10 circonscriptions et plusieurs des recours restent encore en instance. Ce qui veut dire que cette Assemblée territoriale n'est même pas régulièrement élue, par conséquent, elle n'est pas représentative, et même si elle était représentative, elle ne dispose aucun pouvoir pour pouvoir apporter au Cameroun les solutions que ce territoire mérite en tant que territoire sous tutelle. À la base, il n'y a rien, pas de municipalité, pas de conseils régionaux, rien pour permettre à la population de participer à la gestion de leur pays. Alors cet incident, quand on parle des améliorations économiques et sociales, nous reconnaissons qu'il y a des améliorations économiques et sociales, mais il faut poser la question suivante. Au profit de qui ces réalisations économiques et sociales sont faites? Est-ce que la population a un droit de participation? Est-ce qu'elle a seulement un droit de regard? À partir du moment où les institutions élues n'existent pas, les populations n'ont aucune possibilité de participer, de voir le regard sur les richesses de leur pays. Et c'est ainsi que la Chambre de commerce a une représentation majoritaire pour le non-autochtone, de ce que les autochtones ne peuvent pas valablement prendre les considérations sur sur les questions d'importation, de fixation, d'exportation, d'importation ou de crédit. Pardonnez-moi, plus lentement, parce que les interprètes ne peuvent pas vous suivre. Merci, Monsieur le Président. C'est donc dans ces conditions que nous avons demandé la révision de l'accord de tutelle pour enfin arriver à la suppression du membre de phrase qui figure dans l'article 4 des accords qui dit que le Cameroun sera administré comme partie intégrante du territoire français. Nous considérons que cette clause enlève au Cameroun toute possibilité de devenir un pays autonome. Et cette clause porte atteinte au statut même du Cameroun en tant que territoire sous tutelle. Parce qu'à ce titre, le Cameroun n'est plus ce qu'on est convenu d'appeler territoire associé. Mais le Cameroun est inclus purement et simplement dans l'empire colonial français. De ce fait, il n'y a aucune différence, pratiquement, entre les territoires français inclus dans la République par la Constitution et les territoires sous tutelle internationale du Cameroun. Ceci parce que le Cameroun est administré comme partie intégrante du territoire français. Mais ce qui est plus grave, c'est que le jour où les militants ou les responsables du mouvement national camerounais peuvent revendiquer l'accession de leur pays à son indépendance, il pourra leur être appliqué les dispositions de l'article 80 du Code pénal,
qui punit de peines criminelles toute personne dont l'activité tend à soustraire de l'autorité de la République un territoire ou une partie du territoire sur laquelle ou sur lequel la France exerce son autorité. La France exerçant son autorité sur le Cameroun comme partie intégrante du territoire français, nous avons de fortes craintes sur la possibilité un jour de voir une telle mesure frapper les citoyens camerounais, pourtant garantis par le régime international de tutelle. On a souvent parlé de faire confiance aux autorités administratives. Nous aussi, nous faisons confiance aux autorités administratives. Mais je demande seulement, depuis 1946, que les Nations Unies ont pris plusieurs résolutions et pris plusieurs décisions. Qu'est-ce que l'autorité chargée de l'administration a fait pour marquer la personnalité du Cameroun en tant que territoire sous tutelle? Vous reconnaîtrez que les représentants de la Grande-Bretagne et de la France votent constamment et systématiquement contre toutes les mesures qui ont trait à favoriser le développement des territoires sous tutelle. Vous n'allez pas me convaincre que le représentant d'un pays qui, au sein même des Nations Unies, s'est prononcé contre une mesure prise par les Nations Unies, ira donner une suite favorable à cette mesure dans la zone de sa propre administration. Si nous demandons la modification des accords de tutelle, cela ne veut pas dire que nous demandons aux Nations Unies de conclure sans le gouvernement intéressé. Un accord de tutelle, à mon avis, c'est un contrat. Un contrat est toujours susceptible de modification au fur et à mesure de l'évolution de l'objet sur lequel le contrat est conclu. Étant donné que l'évolution actuelle du Cameroun ne concorde plus avec les dispositions de l'accord en vigueur, nous ne croyons pas qu'il soit une mesure d'exclure le gouvernement intéressé si nous demandons que les accords de tutelle soient modifiés dans le sens de supprimer la partie de phrase qui prévoit que le Cameroun sera administré comme territoire français et dans le but de fixer un délai à la durée de tutelle. Pour cette dernière question, nous ne pouvons que saluer la résolution du 18 janvier de l'Assemblée générale, par laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a invité les autorités administratives à présenter des propositions concrètes sur le délai auquel l'indépendance, l'autonomie ou l'indépendance pourra être octroyée au territoire sous tutelle. Et nous demandons aux Nations Unies de faire toute possibilité auprès des autorités administratives intéressées pour que cette résolution ait sa juste application. Mais nous tenons à souligner un cas d'inégalité qui frappe le Cameroun. La Charte des Nations Unies, en son article 77, en prévoyant les territoires qui pouvaient bénéficier du régime international de tutelle, classe à la catégorie A, les territoires qui étaient des territoires sous tutelle à l'époque, sous mandat à l'époque, et à la catégorie B, des pays qui devaient être détachés d'États ennemis. Étant donné que le groupe de territoires rentrant dans la catégorie B, en l'occurrence les anciennes colonies italiennes, ont bénéficié de cette mesure de fixation de délai pour l'octroi de l'indépendance. Nous croyons qu'un droit de priorité doit être réservé aux territoires qui étaient sous mandat au moment où est intervenu le régime international de tutelle. C'est pour toutes ces trois questions: la réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, la modification des accords de tutelle dans le but d'écarter toute mesure d'annexion, c'est-à-dire supprimer le membre de phrase qui prévoit que le Cameroun sera administré comme partie intégrante du territoire français. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà. Vous venez de suivre dans son intégralité le vibrant plaidoyer en faveur de la réunification et de l'indépendance de notre pays, présenté le 17 décembre 1952 à l'ONU par le secrétaire général de l'UPC. Par cet acte courageux,
sans précédent dans notre histoire et éminemment patriotique, Ruben Oumniobé a pleinement mérité de la patrie. Nous nous excusons pour les nombreuses imperfections techniques qui se sont glissées dans le texte et qui sont dues pour la plupart aux conditions d'enregistrement quelque peu artisanales. Il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit là d'un document qui date de plusieurs dizaines d'années. Nous tâcherons de faire mieux pour la prochaine livraison audio de la collection Le Cinquantenaire. Cela dit, et pour terminer, un vœu. Pourquoi le 17 décembre ne deviendrait-il pas, à juste raison, dans le Cameroun d'aujourd'hui, un jour de fête nationale?